Réunion du Conseil des ministres ce matin sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions dans un instant. Les centres de santé de la mère et de l'enfant bientôt opérationnels dans toutes les régions du pays. Le coup d'envoi de leur réception a eu lieu hier à Dosso par le Premier ministre et chef du gouvernement, Birji Rafini. 3 hélicoptères de guerre du type SA-342 pour l'armée nigérienne, un don de la France à notre pays dans le cadre de la coopération militaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de suivre cette grande édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 29 mars 2013, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Rayla Tchew. Au titre du ministère chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-40 du 7 décembre 2011 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. Le présent projet de loi porte modification de la loi 2011-40 du 7 décembre 2011 modifiée par la loi numéro 2012-42 du 24 août 2012. Son objectif essentiel est de porter le nombre des membres du bureau de 5 à 8 avec la création de 2 nouveaux postes de vice-président et 2 nouveaux postes de rapporteur pour tenir compte du volume des tâches confiées aux conseillers du CESOC. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant abrogation du décret numéro 2003-256/PRN du 17 octobre 2003 portant création, attribution et composition de la Commission nationale d'élaboration des stratégies de lutte contre la corruption modifié par le décret numéro 2005-116/PRN du 22 juin 2005. Créé par décret numéro 2003-256/PRN du 17 octobre 2003, la Commission nationale d'élaboration des stratégies de lutte contre la corruption, CNELC, a pour mission d'étudier les phénomènes de la corruption au Niger, d'en définir des stratégies de lutte et d'élaborer un programme d'action contre la corruption. Depuis sa création, elle a mené des enquêtes dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice et des transports et a déposé son rapport d'enquête en février 2009. Après élaboration de son plan stratégique et bien d'autres outils d'intervention, elle devrait éteindre ses investigations au niveau des régies financières, mais celles-ci n'ont pas pu être réalisées. Aussi, avec l'avènement de la transition militaire en février 2010 qui mettait en veille toutes les activités de la Commission et avec la création aujourd'hui de l'ARCIA, dont la mission prend effectivement en compte l'essentiel de ses attributions, il a lieu de mettre fin à l'existence de la CNESLC afin d'éviter la duplication des structures et les conflits d'attribution qui pourraient en résulter. Le présent projet de décret abroge ainsi le décret numéro 2003-256/PRN du 17 octobre 2003 portant création, attribution et composition de cette commission. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Roger Nignon est nommé commissaire au programme Niamey-Niala. Au titre du cabinet du Premier ministre, sont nommés membres du Conseil national de régulation des marchés publics avec une durée de 3 ans renouvelable les personnalités dont les noms suivent. Au titre de l'administration, M. Karim Bandabou, représentant le cabinet du Premier ministre, M. Taher Hassan, représentant du ministère des Finances, M. Abou Gado, représentant du ministère de l'Équipement. Au titre du secteur privé, Mme Temboawa, représentante du réseau des femmes chefs d'entreprise, Mme Haroun Abdoulaye Sidibé, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Damien Aboubakar, représentant du secteur des bâtiments et travaux publics, M. Maman Kourounkoutou, représentant des cabinets de consultants agréés. Au titre de la société civile, Mme Abdou Mariatou Amadou, représentante des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Maître Aboubakar
Abdoulaye Chalaré, représentant des organisations des droits de l'homme et de la démocratie. Monsieur Gati Saïdou, représentant des associations de la lutte contre la corruption. Madame Sani Bako Absatou Baré, représentante des organisations féminines. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel relative à l'institution d'un programme d'inspection et de vérification de conformité des marchandises et d'arrêt aux normes et règlements techniques en République du Niger. Une communication du ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement sur les travaux de renforcement des installations de l'alimentation en eau potable de la ville de Zender. Le problème crucial d'alimentation en eau potable que vit la ville de Zender est lié à la nature de son sous-sol, constitué essentiellement des rochers granitiques dont les potentialités en matière de ressources en eau sont très faibles. Aussi, dans la recherche de la résolution du problème d'eau de Zender, les champs de captage de Kogo Machaya et de Arunguza ont été mis à contribution, offrant ainsi une production journalière de 11 500 mètres cubes par jour pour un besoin journalier de 13 500 mètres cubes jour. À cet égard, le gouvernement instruit le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement afin de mener des études pour régler de manière durable l'approvisionnement en eau de la ville de Zender. Les conclusions auxquelles les investigations aboutissent consistent à la mobilisation des eaux souterraines de la zone située à 64 km au nord de Zender, communément appelée Nord Ganaram. Les dispositions de ce champ de captage sont évaluées à 84 000 mètres cubes jour. Ainsi, la mobilisation des ressources en eau du champ de captage permettra de résoudre à court terme et à long terme les problèmes d'approvisionnement en eau potable à la ville de Zender, du chef-lieu du département de Muria et de 14 villages environnants. Ce projet est le fruit de la coopération entre la République du Niger et la République populaire de Chine à travers sa banque d'import-export Eximbank pour un montant des travaux de 20,5 milliards de francs CFA. De communication du ministre de l'équipement. La première communication porte sur un marché de travaux d'aménagement et de bitume du tronçon Maradi-Madarumfa, frontière du Nigeria, Jibia Gourbimbaouré, 96,265 km. La deuxième communication relative à un marché de travaux d'aménagement de bitume de la route Goudelton-Dibiaton du Karaï RN1 ou Ouest Boulevard Askia Mohamed, 17 km. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. La suite de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, s'est entretenu ce matin avec le secrétaire exécutif de l'ONG, l'ONU-SIDA, donc c'est pas une ONG, c'est une institution onusienne, Michel Sidibé, qui séjourne au Niger dans le cadre du lancement officiel des activités de la Fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Adjia Aissata Issoufou. À la tête d'une importante délégation, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, était hier à Dosso. Motif de ce déplacement du chef du gouvernement, la réception du centre de santé pour la mère et l'enfant de la région, donnant ainsi le coup d'envoi de la réception de tous les autres centres du même type dans toutes les régions du pays. Sahabi Oumarou et Soufounement. Accueilli par le gouverneur de Dosso en présence du président du CESOC, le Premier ministre et sa délégation seront ensuite salués par les autorités régionales et départementales de la région de Dosso. Ensuite, la délégation s'est transportée au siège du centre de santé pour la mère et pour l'enfant. 3 allocutions ponctuées de chants et d'animations culturelles ont marqué la cérémonie de cette réception. Tout d'abord, celle du maire de la commune urbaine de Dosso qui a salué l'engagement des autorités de la 7e République dans l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes en général et celle de Dosso en particulier. Apportant dans le même sens, le gouverneur de la région de Dosso a exprimé les sentiments de fierté des populations de Dosso qui disposent désormais d'un centre de référence pour la femme et pour l'enfant. Amadou Babelé d'indiquer qu'en 2 ans, la région de Dosso a bénéficié des ressources humaines et financières qui ont contribué à garantir l'épanouissement des populations. Prononçant le discours inaugural, le ministre de la Santé publique a indiqué que la construction et la mise en service de ce centre s'inscrivent dans le cadre des promesses faites par le gouvernement dans le but de l'atteinte des objectifs du millénaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais rappeler que chaque centre de santé mère-enfant est un complexe hospitalier qui aura une capacité de 88 lits. La construction et l'équipement de ces centres s'élève à 11 510 664 296 francs CFA sur financement du Fonds saoudien de développement et des fonds propres de l'État du Niger. Cette infrastructure disposera de toutes les commodités d'un hôpital de 3e niveau de référence destiné à assurer la prise en charge effective et dans des conditions optimales de qualité. En effet, sur le plan de l'organisation des services, le centre de santé mère-enfant compte plusieurs services, à savoir un service de médecine générale, un service de pédiatrie, un service de gynécologie, un service de radiodiagnostic, un service de laboratoire, un service d'urgence médicale et chirurgicale et un service de santé de la reproduction. Chaque centre de santé mère-enfant sera doté d'équipements de technologies modernes tels que des tables de radiologie numérique, des échographes Doppler, des mammographes, d'optomates pour servir entre autres au diagnostic précoce et au suivi médical des cancers féminins. L'objectif de la construction de ces centres de santé mère-enfant est d'assurer l'accessibilité des populations à des services et soins de qualité, le renforcement des activités de la santé et de la reproduction dans ses volets santé de la femme et de l'enfant et dans ses composantes telles que la nutrition, la planification familiale, la lutte contre les IST-VIH-Sida et la poursuite de la décentralisation communautaire. La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation du plan architectural du centre au Premier ministre Brigitte Raffini, qui devait par la suite procéder à la coupure du ruban et au dévoilement de l'enseigne du centre. Une visite guidée des lieux a mis fin à cette cérémonie. Le chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite rendus au centre hospitalier régional de Dosso, où des travaux d'extension sont en cours. Des travaux qui avancent normalement avec un taux d'exécution de 60%. Avant de quitter la cité légendaire de Jarmakoy, le Premier ministre Brigitte Raffini a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso. En route pour Niamey, la délégation s'est arrêtée à Kara, c'est dans le département de Boboy, où le Premier ministre a visité le site maraîcher du village. Avec une superficie de 45 hectares, le site de Kara est principalement exploité par des femmes qui cultivent du maïs et du niébé. Cependant, le site rencontre des difficultés qui sont entre autres le manque de clôture appropriée et le manque de motopompes. Le Premier ministre a pris bonne note et a promis que des solutions urgentes seront trouvées. Je donne lecture de ces communiqués du secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, a signé ce jour 2 décrets. Au terme du premier décret, Madame Abdoulaye Diori Kadiatouli, membre de la Cour constitutionnelle, est nommée présidente de la Cour constitutionnelle, et M. Abdou Angaladima, membre de la Cour constitutionnelle, est nommé vice-président de la Cour constitutionnelle. Ces deux personnalités ont été élues à ces postes par les membres de la Cour constitutionnelle le 25 mars 2013. Au terme du second décret, sont promus au grade supérieur au titre de l'avancement normal les officiers des forces armées nigériennes dont les noms suivent pour compter du 1er avril 2013. Armée de terre au grade de colonel-major, les colonels Suleiman Amadou Saïzé, Hiro Oumarou, Assouman Abdou, Djibo Soumana et Abdou Sidikou Issa. Un autre communiqué du secrétariat général du gouvernement nous apprend que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, a signé ce jour un décret portant nomination des membres du Conseil supérieur de la communication CSC. Au terme de ce décret, les personnalités dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil supérieur de la communication. Il s'agit de M. Abdraman Ousmane, M. Soumana Ali, M. Ali Ousseni Suntulma, Mme Ramatou Borema, M. Lawal Sallaou Ismaël, M. Mohamed Dambo Chebou, Mme Aïssatou Adamou Mayaki, Mme Zainabou Yakouba,
M. Tangande Salifou Drissa, M. Seydou Adamou, M. Assouman Hamani, Mme Diafara Fadimou Moumouni, M. Ndiaye Babakar Ahmed, M. Saleh Ado Mahamad et M. Seydou Bawa Issoufou. La suite de ce journal, le périple des journalistes de la presse publique et privée se poursuit à l'intérieur du pays. Après Tillabéri et Tawa, une des équipes vient de boucler l'étape d'Agadez. D'Agadez, nos reporters nous proposent un grand format sur l'éducation, la santé et la sécurité dans la région. Reportage signé Moussa Hiya Mahamadou Adamou. Dans la région d'Agadez, l'équipe de journalistes de cet axe nord, conduite par Ousmane Toudou, membre de la cellule de communication de la présidence, a d'abord été reçue par le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Maikido, entouré de ses plus proches collaborateurs, avant d'avoir une séance de travail en la présence effective des différents directeurs régionaux responsables de la mise en œuvre de l'initiative 3N dans leurs secteurs respectifs. C'est ensuite que cette équipe s'est transportée sur le terrain pour constater l'effectivité des réalisations dans les différents domaines. C'est d'abord l'éducation qui a constitué les premières visites. Au CEG Manga Oumara, l'un des plus anciens établissements où l'effectif croît rapidement, 6 classes sont en phase de finition. Ensuite, à l'école Obitara, ce sont 6 autres classes en 2 blocs de 3 qui sont en cours de construction. Les mêmes réalisations, c'est-à-dire 6 classes en 2 blocs de 3 sont en train d'être achevées à l'école normale d'instituteurs. Au titre de l'éducation, la région d'Agadez a bénéficié, rien qu'en construction de classes, de près de 3 milliards d'investissements sur les 2 années. La première année, donc l'an 1 du président, au titre donc des infrastructures, notre région a bénéficié de 156 classes. Pour cette année, donc l'année scolaire 2011-2012, nous avons bénéficié au total de 287 classes et qui sont en train d'être construites également. Pour le recrutement, l'année passée, nous avons recruté 402 enseignants pour les 2 bases, la base 1 et la base 2, au niveau des collèges et au niveau du primaire. Cette année, nous sommes à 369. Donc, après le quota attribué, les enseignants formés dans les ENI, les 200, nous avons eu un besoin de 175 enseignants. Nous avons lancé des tests de recrutement, des bacheliers et des brevetés. Et nous avons bénéficié d'un appui de partenaires qui nous a permis de mettre à profit ces congés de Pâques pour appeler ces enseignants que nous avons recrutés auparavant et qui n'avaient pas de formation pour leur donner vraiment des rudiments pédagogiques. Dans le domaine de la santé aussi, les 2 premières années de mise en œuvre du programme de renaissance du président Issoufou ont permis de doter la région d'Agadez de plusieurs réalisations. D'abord, c'était le recrutement de 103 agents, 4, dont 11 médecins. Il y a eu quand même aussi, il faut se dire, au cours de ces 2 années, la construction des infrastructures sanitaires, qui est la transformation de certaines cases de santé en CSI, qui ont eu un impact substantiel sur la couverture sanitaire, qui a évolué quand même de 62% à un peu plus de 65%, ce qui est vraiment assez significatif en termes de couverture sanitaire. Pour les agents nouvellement recrutés, ce sont plusieurs années de souffrance qui viennent de s'achever. C'est un métier que j'avais choisi avec volonté et dévouement. Et c'est pour cela que j'ai gardé le courage jusqu'à 17 ans. Tous mes collègues qui me connaissent, ils savent que j'étais sortie en 96 avec eux. Et cette année, Dieu merci, nous félicitons vraiment l'État de nous avoir recrutés parmi les fonctionnaires de l'État. Je remercie beaucoup le chef de l'État d'avoir honoré ces engagements qu'il avait pris, d'avoir de recruter en tout cas les contractuels de la santé. Grâce à ces efforts fournis par les autorités de la 7e République, la région d'Agadez a désormais des ratios qui répondent aux normes de l'OMS. En outre, cette région sort progressivement de son enclavement, étant donné le début des travaux de bitumage de la RTA. Le terrassement est déjà terminé sur l'axe Agadez-Arlit et les travaux se poursuivent activement entre Agadez et Tawa. Les autorités de la 7e République s'activent au plus haut sommet pour la reprise totale de cette route et tentent d'impliquer des grands partenaires dont l'un aurait déjà donné son accord pour financer les travaux. Et ce sera la fin du calvaire sur ce tronçon où déjà les escortes sont supprimées étant donné le retour de la sécurité.
nous sommes une région qui sort de deux décennies de turbulences. Depuis donc les années 90, nous avons eu donc à gérer 2 rébellions dans cette région. Aujourd'hui, Dieu merci, donc les armes se sont tues et nous sommes à la phase de consolidation de la paix, donc depuis 2009. Pour vous dire que dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement, non seulement dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Vous savez qu'avant, quand vous venez à Agadez, il faut une escorte. Vous ne pouvez pas venir comme ça à Agadez directement, il faut une escorte pour s'y rendre. Aujourd'hui, Dieu merci, vous avez pu le constater, les escortes ont été supprimées. Au total, plus de 13 milliards ont été injectés au profit de la région d'Agadez au cours des 2 premières années de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Le président de l'ONG Homme, Environnement, Développement Honoré pour service rendu à la nation, Elhaji Agali Mano, c'est de lui qu'il s'agit, a reçu sa décoration de main du ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire Amadou Boubacar Sissé au cours d'une cérémonie officielle organisée à cet effet hier après-midi à Niamey. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite du Niger. Le président de l'ONG Het Tamat, élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite du Niger. La cérémonie de remise de décoration a été présidée par le ministre d'État, ministre des Plans, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire Amadou Boubacar Sissé. À cette occasion, le ministre d'État Amadou Boubacar Sissé a souligné dans son allocution que le président de la République a décidé de décerner Elhaji Agali Mano en reconnaissance des services rendus à la nation à travers l'ONG Het Tamat dans le cadre de la culture de la paix, de la quiétude sociale ainsi que dans le domaine socio-économique. Président de l'ONG Tamat, qui 12 ans durant s'est engagé dans la recherche de la paix et le développement dans la région d'Agadez à travers diverses actions visant la satisfaction des besoins essentiels et fondamentaux des populations de la zone. À l'occasion de la présente cérémonie, il s'agit pour nous d'apporter un témoignage éclatant sur l'ensemble des initiatives pertinentes mises en œuvre par Elhaji Agali Mano dans le domaine de la promotion de la paix et du développement et d'exprimer toute notre satisfaction et notre reconnaissance pour cette immense contribution à la réalisation des objectifs poursuivis par les autorités de la 7e République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en tant qu'acteur de la société civile, Elhaji Agali Mano a organisé 11 forats communaux pour la culture de la paix. Ces rencontres, toutes présidées par les autorités régionales d'Agadez, ont servi de cadre de concertation sur la paix et la concorde. Les vertus de l'unité nationale ont été au centre de tous les échanges. Un accent particulier a été mis sur l'interrelation entre paix et développement. Elhaji Agali Mano a également organisé les 17, 18 et 19 décembre 2012 un forum régional sur la culture de la paix. À l'issue de cette importante rencontre, les participants ont pris entre autres engagements d'œuvrer résolument à l'enracinement d'une paix durable dans la région d'Agadez, dans la sous-région et dans le monde et de faire régner cette paix dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos communes. En recevant cette distinction et mérite, le président de l'ONG Homme, Environnement, Développement a indiqué qu'au-delà de sa modeste personne, la distinction fait honneur aux femmes et aux hommes membres de l'ONG ainsi que partenaires qui accompagnent l'ONG dans la poursuite de ses missions avant de remercier les plus hautes autorités du Niger. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier du fond du cœur Son Excellence, le Président de la République, Elhaji Issoufou Mahamadou, pour tout l'intérêt qu'il porte à la modeste contribution de l'ONG HD Tamat au développement socio-économique de notre pays. La distinction par laquelle il nous honore aujourd'hui
nous la considérons non pas seulement comme la reconnaissance du travail accompli, mais aussi comme un encouragement et une invite à mieux faire et à faire plus dans le domaine de la consolidation de la paix et du développement. Auparavant, parmi les invités qui ont fait le déplacement de Niamey pour assister à la cérémonie, le gouverneur de la région d'Agadez, la représentante du principal partenaire financier, Caire Allemagne Luxembourg, et la porte-parole des bénéficiaires des actions conduites par l'ONG Het Tamat ont félicité et témoigné par la même occasion des efforts fournis par El Hadji Agalimano au sein de son ONG en vue de participer activement aux côtés des pouvoirs publics à l'amélioration des conditions de vie des populations des régions de Tillabéri, d'Agadez et Tawa et de la crédibilité l'ONG Het Tamat auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que des autorités communales, administratives, coutumières, religieuses et des populations. Et puis un communiqué du ministère de la fonction publique et du travail avant de poursuivre ce journal. La ministre de la fonction publique et du travail a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément à la loi numéro 9805 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006, la journée du lundi 1er avril 2013 correspondant au lundi des Pâques est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La première dame Hadjia Aissata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, se sont rendus ce matin à la maternité Isaka Gazobi. Les deux personnalités œuvrant dans la lutte contre le sida sont allées constater les efforts déployés dans le cadre de la prévention et de prise en charge de la maladie au niveau de ce centre. Avec cette occasion, la fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hadjia Aissata Issoufou a fait un don pour améliorer les conditions de travail des agents de la maternité et celles de vie des patients. Gérard Abdelaziz Sani Issoufou. Il s'agit pour la présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, la première dame Hadjia Aissata Issoufou et le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, à travers cette visite à la maternité Isaka Gazobi, de s'enquérir des conditions de travail des agents, puis de la prévention et de la prise en charge du sida au niveau de ce centre de référence. Pour ce faire, ces deux acteurs de lutte contre le sida ont d'abord visité le box 6 dédié à la prévention de la transmission mère-enfant, le service de néonatologie, l'unité kangourou qui prend en charge les enfants prématurés, puis la salle de réveil. À l'issue de la visite, une séance de travail a regroupé l'administration du centre et les visiteurs. Des différentes communications faites à cette occasion, notamment celle de la responsable du service prévention de la transmission mère-enfant. Rendre l'utile à l'agréable, la première dame Hadjia Aissata Issoufou, présidente de la fondation, a offert un dîner hier soir à la salle Morgou de l'hôtel Gawé de Niamey aux partenaires de sa fondation. Il s'est agi pour elle de remercier pour leur mobilisation à l'occasion du lancement de sa fondation en particulier et de manière générale pour leur soutien constant dans la poursuite des objectifs visés par Gouri Meilleure. Gérard Abdelaziz et Sani Issoufou. La réussite des manifestations organisées dans le cadre du lancement des activités de sa fondation Gouri Vie Meilleure a amené la première dame Hadjia Aissata Issoufou à offrir ce dîner à l'ensemble des partenaires de son organisation. Présent à la réception, l'invité spécial de la première dame Hadjia Aissata Issoufou a une fois de plus salué les actions de Gouri Vie Meilleure et de sa présidente avant de demander aux invités de poursuivre dans la même lancée. Je trouve qu'il n'y a pas une cause plus noble. Et chaque fois que vous allez vous mobiliser pour l'accompagner, les ressources que vous mettrez à sa disposition certainement vont aider à faire en sorte qu'on ait ce pays si beau qui continuera à se bâtir autour des forces vives qui sont nos enfants, et on voudrait que ces enfants naissent sans sida. Et je voudrais vous dire aussi que pour arrêter la transmission de la mère à l'enfant, ça coûte $150. $150, et si cet enfant naît avec le sida, ça va nous coûter $300 000 seulement en coût de traitement. Alors je pense qu'on n'a pas besoin
Besoin d'être ministre des Finances pour comprendre que c'est vraiment un retour sur investissement et qu'il faudrait l'accompagner dans cette cause noble. Les activités de la Fondation Goudi Meilleur de la première dame Hajia Aïssata Issoufou ont été lancées hier matin au palais de congrès de Niamey. Exceptionnelle a été la mobilisation autour de l'événement. Le ministre de la Défense nationale Karijo Mamadou a réceptionné hier après-midi à Niamey 3 hélicoptères de type SA-342 offerts par la France à notre pays dans le cadre de la coopération militaire, un don qui renforce les capacités militaires de notre pays qui fait face en ce moment à des défis sécuritaires. L'événement a motivé le déplacement de Niamey de chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot. Compte rendu Mahmoud Idrissa Ousmane, Issoufou Soumela. C'est sur le tarmac de la base aérienne 101 de l'armée de l'air que le ministre de la Défense nationale, Karijo Mamadou, a réceptionné des hélicoptères Gazelle SA-342 munis de canons de 20 mm, un appui de la France dans le cadre de la coopération militaire à notre pays pour renforcer ses capacités militaires afin de faire face aux nombreuses menaces sécuritaires dans la sous-région. Le Niger continue de faire face à des défis sécuritaires qui menacent la stabilité du pays comme celle de la sous-région. Ces défis ont longuement été évoqués entre les autorités politiques des deux pays au plus haut niveau de l'État. La France, qui partage avec le Niger des intérêts stratégiques, a décidé de ne ménager aucun effort pour lui apporter l'appui dont il a besoin pour assurer la sécurité de son territoire et appuyer sans réserve l'action courageuse qu'il mène en faveur de la sécurité dans toute la région, à l'instar de son engagement au sein de la MISMA, aux côtés de la force Serval dans la région de Gao et d'Ansongo et de Ménaka. Depuis que la crise malienne sévissait dans la sous-région, la France n'a cessé d'apporter son soutien à notre pays, qui est un point stratégique et un partenaire potentiel pour ramener la stabilité et la sécurité dans le Sahel-Sahara. Le ministre de la Défense nationale a salué l'engagement de la France aux côtés du Niger pour renforcer la sécurité, restaurer la paix et la quiétude sociale dans la sous-région. Ce geste gracieux vient s'ajouter à bien d'autres, dont les plus récents sont les cessions de 20 véhicules légers de reconnaissance et d'appui, 60 Jeep P4, 20 véhicules 4x4, 14 véhicules Land Rover, 80 véhicules dotés de mitrailleuses 12-7, avec affût et équipement en matériel d'habillement, de transmission et d'optique optronique, d'une compagnie antiterroriste de 150 hommes formés par des instructeurs français. Excellences, Monsieur l'ambassadeur amiral, la livraison des gazelles le 13 janvier dernier a été précédée d'une formation de 6 pilotes et 6 mécaniciens nigériens en France au cours de l'année 2012, entièrement pris en charge par la France en vue d'une meilleure exploitation de ses aéronefs. Un projet de formation hélicoptère a vu le jour à la base aérienne 101 de Niamey, avec le soutien de la coopération française qui a bien voulu dépêcher sur place 3 pilotes et 3 mécaniciens instructeurs. En plus de la poursuite de la formation des 6 premiers pilotes, 2 pilotes d'hélicoptères Mi-17 sont actuellement en cours de conversion en pilotes Gazelle au niveau de ce projet. La formation opérationnelle en cours est un complément indispensable de la formation initiale déjà dispensée en France pour une utilisation optimale de ces appareils. Excellences, Monsieur l'ambassadeur amiral, cet important appui de la France au Niger est assurément la preuve éclatante de l'amitié qui a toujours caractérisé les relations entre nos deux pays. C'est dans les difficultés, dit-on, que l'on reconnaît ses vrais amis. Le chef d'état-major des armées françaises, l'amiral Édouard Guillot, a procédé ensuite à la remise des brevets et diplômes de qualification sur hélicoptère Gazelle SA-342 aux officiers qui ont suivi la formation en France. À son tour, l'amiral Édouard, chef d'état-major des armées françaises, a été décoré au nom du président de la République, chef de l'État, commandeur dans l'ordre national du Niger. Amiral Guillot, au nom du président de la République et au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur dans l'ordre national
du Niger. Merci, c'est un honneur pour moi. Merci. Cette cérémonie a pris fin par des séances de démonstration de vol sur hélicoptère Gazelle SA-342, des engins d'une forte capacité militaire qui vont rendre certainement plus efficaces les mouvements de notre armée. Sur tout notre plan, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant était hier en mission dans la région de Tillabéri. Dr Mekivi Kadiatou Dandobi a visité dans les départements de Gotei et Terra les réalisations effectuées dans le cadre de l'allègement des tâches quotidiennes des femmes à travers des moulins et autres matériels mis en place au niveau de plusieurs villages. Compte rendu Zakari Maman Djibono. Le site maraîcher de Gotei de superficie de 11 hectares et qui a constitué la première visite de la mission conduite par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant est exploité par 4 groupements totalisant 80 exploitants, parmi lesquels une quinzaine d'hommes. Des explications données par ces exploitants, relayées par le DDA, il ressort que c'est la charrue accompagnée du petit matériel qui est adopté à l'exploitation du site. Des dispositions seront prises à cet effet pour y trouver solution, a rassuré la ministre Dr Mekivi Kadiatou Dandobi. Et puis au regard des résultats enregistrés, un appui important en motopompe, arrosoir et autres matériels a été apporté par la ministre de la Population, ce qui permettra d'augmenter la superficie emblavée. Au village de Toulamé, toujours dans le département de Gotei, les femmes ont bénéficié d'un moulin à farine pour ainsi alléger les tâches de ces femmes. La ministre Kadiatou Dandobi s'est inquiète du fonctionnement de ce moulin et échangé avec la population. La ministre de la Population qui n'a pas manqué de transmettre à celle-ci les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et celle du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, a rappelé l'objectif visé par l'installation des moulins au niveau des villages. Dr Mekivi Kadiatou Dandobi a par la même occasion exhorté les membres du comité de gestion à plus de responsabilité dans la gestion de ce moulin afin qu'ils puissent profiter à l'ensemble du village et environnant. Les bénéficiaires de Toulamé se disent très satisfaits de ce moulin et ont réaffirmé leur engagement quant à la bonne gestion de ce matériel. Au village de Kakassi, où la délégation ministérielle a marqué un arrêt, les femmes ont soumis à la ministre de la Population leur doléance, celle de voir le village doté des moulins, chose qui sera incessamment réalisée, a affirmé la ministre Kadiatou Dandobi. Il est important de souligner que d'ores et déjà, 15 moulins sont placés au niveau de différents villages de la région. Réel motif de satisfaction également chez les femmes du village de Diagourou qui viennent de bénéficier d'un important appui en matériel d'allègement des tâches quotidiennes des femmes. La ministre Mekivi Kadiatou Dandobi, en remettant ce matériel à la présidente de l'Union des groupements des femmes de Diagourou, a invité celle-ci d'en faire un usage profitable. Après la direction départementale de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant de Terra, la délégation ministérielle a échangé avec les femmes extractrices d'huile de Garbaï. Toutes les étapes du décortiquage à la production de l'huile et autres produits dérivés ont été clairement expliqués à la ministre de la Population. Cette dernière a loué la pratique de cette activité qui contribue sans nul doute à l'amélioration de leurs conditions de vie. La ministre Mekivi Kadiatou Dandobi en outre de féliciter et d'encourager ces braves femmes. Au foyer d'apprentissage de couture de l'ONG ANTD, à l'intention des jeunes filles en situation de vulnérabilité, il a été porté à la connaissance de la ministre de la Population des efforts que fournit l'ONG pour atteindre l'objectif poursuivi. Là aussi, Dr Mekivi Kadiatou Dandobi a fait don de 4 machines, 2 machines à broder et 2 autres machines à coudre. Un geste hautement salué par ces jeunes filles avant d'adresser leur sincère remerciement à la ministre de la Population. Autre visite, autre centre d'apprentissage, c'est celui des personnes handicapées. Comme donc aux étapes précédentes, l'échange de la ministre Kadiatou Dandobi et ces personnes handicapées a porté sur les activités qu'elles exercent, les conditions dans lesquelles sont exercées ces activités. Quelques doléances liées à la reconstruction des latrines effondrées, un appui en tricycle et en matériel ont été présentés à la ministre de la Population par ces handicapés. Le déplacement de la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Kadiatou, à Terra a été aussi une occasion fort belle pour la trentaine de jeunes apprenants du métier de couture du foyer mixte appuyé par l'ONG World Vision de parler de leur foyer et des résultats attendus. Au terme de son déplacement dans le département de Gotei et de Terra, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant tire ici le bilan de sa mission dans ces localités.
Et il n'y a pas longtemps, nous avons envoyé des moulins, une quinzaine de moulins placés dans des villages reculés. Donc j'ai suivi pour voir dans le département de Gauthier où se trouvent ces moulins, s'ils sont bien installés et comment les femmes les utilisent. Et il m'est arrivé aussi d'encourager les femmes à faire de la culture irriguée. Et nous sommes passés dans un jardin où les femmes ont mis de l'oignon, nous avons vu dans la première étape. Et dans le département de Tira, je suis partie directement à Djagourou parce qu'il vous souviendra que à Niamey, lors d'une de mes visites d'évaluation de la campagne agricole, j'avais trouvé des déplacés dans le quartier de Gamkale et qui vivaient vraiment une situation très difficile. Des familles entières, pères, femmes et enfants, se trouvaient dans des huttes. Et dans Niamey même, la capitale, tout simplement parce qu'à cause de la sécheresse, ils ont dû laisser leur village pour aller chercher des conditions meilleures dans la ville. Et nous les avons assistés en ce moment et je voulais venir voir à l'entrée de cette nouvelle campagne agricole comment ils sont en train de s'organiser sur place, prévenir plutôt que de laisser venir encore dans les rues de la capitale souffrir. Parce qu'une famille qui quitte son domicile pour aller sillonner et avec des enfants, c'est que vraiment c'était intenable là où ils sont. Dieu merci, j'ai été à Djagourou et j'ai discuté avec ces femmes. Je peux dire Dieu merci que ça va. Et donc j'ai profité pour mettre à leur disposition du matériel d'allègement des tâches telles que moulins et des machines pour le décortiquage. Donc nous sommes venus maintenant ici à Tira. À Tira, nous avons visité 2 foyers féminins, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et je suis heureuse de voir qu'on arrive à occuper des filles qui sont en déperdition scolaire ou qui sont en difficulté dans des familles vulnérables. C'est les 2 que nous venons de visiter. J'ai visité également l'association des personnes handicapées et j'étais heureuse de trouver qu'ils sont occupés avec des travaux manuels tels que le tissage pour faire des sièges et des lits. Au lieu de voir des handicapés mendier, ils savent qu'ils peuvent gagner leur vie autrement que par la mendicité. Donc nous avons discuté, on a échangé avec eux. Et c'est ça en fait les groupes vulnérables dont nous avons en charge dans le ministère. Et c'est normal que de temps en temps, nous allons à l'intérieur du pays, sur le terrain, pour discuter, échanger avec eux, voir dans quelles conditions ils évoluent. Chaque fois que je me retrouve avec ces groupes et que nous échangeons et que leur morale est remontée, le fait de voir les autorités descendre, les trouver jusque sur le terrain, cette joie qu'ils expriment me va droit au cœur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup leur compagnie et que je n'hésite pas, autant que je le puis, d'aller toujours vers eux pour que nous puissions échanger et voir, qu'ils puissent me remettre leurs doléances et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux. Restons sur ce registre social pour parler du lancement ce matin à Niamey de la campagne de vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits des personnes en situation de handicap. C'est une initiative du collectif des organisations de défense des droits de l'homme appuyée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. La cérémonie du lancement de cette campagne a enregistré la présence du directeur du cabinet du ministre de la Justice, celle du coordinateur du système des Nations Unies et plusieurs autres invités. Ismaël Douda Barokova. Convaincu que l'insertion des personnes handicapées passe avant tout par la vulgarisation des textes et autres instruments juridiques internationaux, le Code collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, en collaboration avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées, ont procédé à travers cette activité au lancement de cette campagne en vue de faire connaître les instruments juridiques relatifs aux droits des personnes en situation de handicap. Cette campagne de vulgarisation et donc de promotion des instruments juridiques relatifs aux droits des personnes en situation de handicap constitue la partition des associations de défense des droits humains, conformément à la Constitution de la 7e République, qui dispose, entre autres, que l'État veille à l'épanouissement des personnes handicapées et que les politiques publiques, dans tous les domaines, assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national. Nous sommes donc convaincus que l'insertion des personnes handicapées passe avant tout par la vulgarisation des textes et autres instruments juridiques internationaux en la matière.
C'est pourquoi cette campagne est mise en œuvre avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Ce partenariat, fruit d'une longue consultation et concertation entre le Code et la Fédération nigérienne des personnes handicapées, mais surtout avec l'appui financier du système des Nations Unies et technique du ministère de la Justice, prouve, je ne doute point de notre volonté commune dans ce domaine, au vu de l'élan amorcé depuis un certain temps pour donner effet à l'interne aux engagements internationaux auxquels l'État du Niger est parti, et singulièrement la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, ratifiée par notre pays le 24 juin 2008, et les autres mesures législatives et réglementaires. Permettez-moi de vous demander individuellement et collectivement de bien vouloir prendre l'engagement au sortir de ce lancement de s'investir pleinement dans la défense des droits des personnes handicapées. Le lancement de cette campagne vient ainsi en appui à la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis de la communauté internationale. Malgré la volonté politique du gouvernement de la République du Niger, la situation déplorable des personnes en situation de handicap continue à être engendrée par l'ineffectivité, la non-application, voire l'ignorance des instruments juridiques inhérents à la protection de leurs droits, en particulier ceux garantissant la jouissance et l'exercice de leurs droits. Par conséquent, le soutien d'une telle campagne n'est pas à démontrer, car de par sa finalité, vous remarqueriez que la connaissance des instruments juridiques en cette matière est essentielle dans la vie quotidienne et de ce fait représente une quasi-exigence pour le bien-être social. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que chaque individu est un handicapé potentiel. C'est pourquoi il me paraît indispensable qu'il incombe à chaque citoyenne et à chaque citoyen de protéger les droits des personnes en situation de handicap. Nous savons qu'avant de protéger tous les droits, il faut d'abord les connaître. Notons que cette campagne de vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits des personnes en situation de handicap se fera en langue nationale. Elle concernera ainsi 6 régions de notre pays, à savoir Agadez, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zander. Toute chose qui permettra à l'avenir de rendre effective l'application de ces normes en vue d'un bien-être social. Le rapport mondial sur le développement humain RMDH 2013 au centre d'un point de presse animé ce matin à Niamey par le directeur général de l'Institut national de la statistique INS, Ali China Idrissa, s'est beaucoup apaisanti sur le pourquoi des nouveaux indices de développement humain au Niger depuis plus de 20 ans. Il a indiqué aussi quelques pistes pouvant conduire à leur amélioration. Nous l'écoutons. Qu'est-ce qui compose l'indice? Effectivement. Comment il est calculé? Et là, on regarde effectivement essentiellement pour le Niger, ce qui nous tire par le bas, ce qui rend souvent difficile, je vais dire, notre classement, c'est la question de l'éducation. Si vous regardez le rapport, vous verrez que les taux de scolarisation, les taux d'alphabétisation que nous avons sont parmi les plus faibles depuis 1990. Donc, c'est vrai, nous avons fait beaucoup d'efforts, ça il faut quand même le souligner, et c'est ça qui est important. Le Niger a fait beaucoup d'efforts, d'immenses efforts même, sur les dimensions même mesurées par le PNUD. Quand je prends la dimension santé, le Niger a de manière considérable et significative diminué la mortalité infantile. Actuellement d'ailleurs, nous sommes montrés en exemple pour les pays de la sous-région. C'est l'un des rares pays qui a réussi en 10 ans à diminuer la mortalité infantile, donc des enfants de moins de 5 ans, de près de 40%. Nous avons aussi, en l'espace de ces décennies, fait beaucoup d'efforts au niveau de l'éducation. Les taux de scolarisation du Niger ont considérablement, en tout cas, sont considérablement améliorés. Du point de vue économique aussi, nous avons fait beaucoup d'efforts. Mais le gros problème, c'est que nous avons démarré avec un indice qui était très bas. Imaginez-vous, c'est comme si vous devez faire une course
Vous êtes à Niamey, on dit, vous allez partir sur Zender. Vous êtes ici à Niamey, mais les autres concurrents sont déjà à Dosso. Et vous demandez tous, vous faites du sang à l'heure. Est-ce que vous allez les rattraper? Vous n'allez pas les rattraper. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire plus d'efforts que les autres, parce que vous déjà, vous êtes loin. C'est ça le problème de notre pays. C'est que nous avions des indicateurs socio-économiques qui étaient très bas. Et le rapport lui-même le relève. Les performances du Niger sont parmi les meilleures depuis 10 ans, en matière même d'IDH. La progression du Niger, en tout cas, les efforts faits partie, je crois, dans presque les 10 premiers pays qui ont fait les meilleurs efforts depuis 10 ans. Mais ces efforts-là, ce n'est pas suffisant. Les autres aussi, ils avancent. Donc, ça veut dire que nous, on a un double défi. C'est d'abord de rattraper les autres et de faire plus que les autres, si nous voulons améliorer de manière significative notre situation. C'est ça, en fait, le défi qui se pose à nous. Donc, sur les dimensions du développement humain, que ce soit sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, sur la question donc économique, nous devons faire beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, ça doit être dans la durée. Et c'est ça aussi qui est important. Il faut que ça soit dans la durée. Si vous investissez pendant 2, 3, 4 ans, ce n'est pas évident que ça va avoir des effets que vous attendez. Il faut au moins des investissements sur une longue période, de manière assez continue. Donc, nous devons tout faire pour que nous continuions à, disons, investir dans la santé, notamment dans la lutte contre la mortalité infantile, la mortalité maternelle, pour améliorer, comme on dit, les conditions de vie économique de nos populations, mais surtout au niveau de l'éducation pour améliorer notre système éducatif. À Tawa, les glos sont tombés hier sur les travaux du 5e congrès statutaire du syndicat national des agents des finances, SNAF, travaux au terme desquels un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête l'ancien secrétaire général qui a été reconduit à son poste ainsi que plusieurs résolutions et recommandations adoptées. Compte rendu Yazir Abiou, Mohamed El Mokhtar. C'est le secrétaire général de la région de Tawa, au nom du ministre des Finances empêché, qui a présidé la cérémonie de clôture du 5e congrès statutaire du SNAF. Yahya Tankari a salué le déroulement des travaux avant de rassurer les congressistes que leurs résolutions et leurs recommandations, dont je vous propose certaines, rencontreront une oreille attentive à tous les niveaux. Les participants au 5e congrès du SNAF tenu à Tawa les 26, 27 et 28 mars 2013 exigent sans délai la conception d'une grille spéciale pour tous les agents de finances, le Congrès. Résolution de l'abrogation du décret numéro 2013-53, considérant la non prise en compte des propositions d'amendement de la FISAMEF du décret 2013-53 portant réaménagement du régime indemnitaire des agents des finances. Les participants au 5e congrès du SNAF, tenu à Tawa les 26, 27 et 28 mars 2013, rejettent le dit décret et exigent son abrogation sans délai et l'ouverture de négociations autour des propositions de la FISAMEF pour l'adoption d'un décret sur le régime indemnitaire qui tiendra compte des préoccupations des agents des finances, exige la rotation des agents tous les 3 ans. Les participants au 5e congrès du SNAF, tenu à Tawa les 26, 27 et 28 mars 2013, recommandent, considérant l'anarchie constatée dans la façon d'entretenir les véhicules de l'État dans les garages privés, la restructuration du garage administratif de l'État par le recrutement, la formation des mécaniciens dans le but de faire réparer tous les véhicules engins de l'État au garage administratif, la nomination des agents du ministère des Finances à tous les postes comptables, du renouvellement du parc automobile, considérant la vétusté du parc automobile de mission, considérant la demande sans cesse des réquisitions de véhicules dans le cadre des missions de l'État. Pour sa part, le secrétaire général du nouveau bureau mis en place, Daouda Dabogui,
a exprimé ses remerciements aux congressistes pour la confiance encore une fois placée à lui avant de prendre l'engagement que son équipe mettra tous les moyens en œuvre pour faire aboutir les résolutions et recommandations issues de ce congrès. Enfin, sachez que le représentant de la CDTN, Innocent Raphaël, a quant à lui salué la hauteur d'esprit et la compréhension mutuelle qui ont caractérisé les travaux de ce congrès. Activité syndicale toujours, les militants du syndicat national des agents du Trésor SNAT étaient hier en assemblée générale à Niamey. Ce genre de rencontre permet aux militants et militantes du BEN SNAT de se mobiliser afin de rester solidaires pour mener une lutte plus efficace. Salamoto Rabiou. Cette assemblée générale du syndicat national des agents du Trésor est une rentrée syndicale du 10 syndicats. Elle se tient juste après les assises du 10e congrès du SNAT tenu à Zender du 13 au 15 mars dernier. Le 10e congrès statutaire du SNAT a amené beaucoup de choses en termes de la révision du statut et règlement du SNAT, parce qu'il y a eu une innovation de 9 membres du bureau, nous sommes partis à 15. Parce que le nombre de camarades est en train de s'accroître. Il n'y a pas de raison à ce que nous restions à 9. Deuxièmement, nous nous sommes dit, écoutez, il ne s'agit pas pour un syndicat de réclamer, mais il s'agit aussi aux syndicats d'appeler les gens au travail. Parce que nous sommes avant tout agents de la fonction publique et nous sommes jaloux de notre direction générale, du trésorier de la fonction publique et de la comptabilité publique. Au cours de ce 10e congrès, il faut le rappeler, quelques recommandations ont été formulées par les membres du 10 syndicat. Le congrès recommande au BEN de prendre attache avec la fonction publique afin d'accélérer la nomination et la mise en solde des agents nouvellement recrutés, d'initier et d'intensifier des formations syndicales à l'intention des militants et des militantes, d'organiser périodiquement des séries de formations à l'endroit de tous les militants, de réviser la clé de répartition des remises. Le secrétaire général du SNAT a demandé le soutien des militants afin de rester unis pour une lutte beaucoup plus efficace. Il lance un appel aux autorités du pays pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agents du Trésor, notamment l'insuffisance et la vastuité du matériel de travail pour qu'ils soient dans les bonnes conditions de travail. Le Bureau national nigérien pour la promotion d'une éducation citoyenne, AMPEC Niger, a rendu public cet après-midi une déclaration objective, apprécier la situation sociopolitique et économique du Niger, notamment celle relative à la situation scolaire, aux affaires de corruption, de détournement des deniers publics et à l'insécurité. La teneur avec Tagangal Ousmane, il est le président de cette association. Sur la situation scolaire, l'AMPEC Niger se réjouit du climat d'accalmie qui prévaut actuellement sur l'ensemble du territoire national et de la construction de nombreuses classes en matériaux définitifs sur fonds propres de l'État sur l'ensemble du territoire. L'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne est convaincue que seule une éducation à la citoyenneté forte et continue dans nos écoles peut amener les Nigériens à mettre toujours l'intérêt général au devant de l'intérêt particulier. Sur les affaires de corruption et de détournement de deniers publics, depuis le 7 avril 2011, date de la prestation de serment du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et à la suite des inspections et audits opérés dans les institutions et autres démembrements de l'État, de nombreux scandales ont été décelés, entre autres les faux diplômes, l'affaire OPVN, l'affaire MEBA, l'affaire des faux marchés et de fausses factures, etc. De l'insécurité. Les crises qu'a connues la bande sahélo-saharienne ces dernières années ont aggravé la circulation anarchique des armes légères et même de gros calibres, ainsi que la prolifération des groupes armés engendrant des menaces graves de terrorisme, Al-Qaïda, AQMI, Boko Haram, etc. sur nos pays. En dehors de ces formes d'insécurité submentionnées, des problèmes fonciers engendrant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels sont récurrents dans certaines contrées du pays et cela fragilise la coexistence pacifique des communautés. Au regard de tout ce qui précède,
le bureau exécutif de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne AMPEC demande au gouvernement de la 7e République de prendre des mesures qui s'imposent pour une école de qualité. 2. Encourage le gouvernement de la 7e République dans sa noble mission de construction des classes en matériaux définitifs qui remplaceront à jamais les classes paillotes. De débusquer tous les détenteurs de faux diplômes dans tous les secteurs publics et privés et autres détourneurs de deniers publics et de les punir conformément aux lois et règlements de la République. Demande à l'État d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la circulation illicite des armes légères et des petits calibres et de renforcer davantage la sécurisation de nos frontières. Encourageons et soutenons nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur noble mission à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Exige du gouvernement de la 7e République la transparence, l'équité et l'égalité dans le traitement des agents de l'État conformément au texte de la République. Le bureau exécutif de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne AMPEC invite la société civile nigérienne à se mobiliser davantage en vue de soutenir d'une manière concrète les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour la paix et la quiétude des populations nigériennes. Enfin, le Bureau national de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne AMPEC Niger implore Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, afin qu'il protège et bénisse notre pays, le Niger, contre tout mal. Pour refermer ce journal, sur l'invitation de la Fédération marocaine de football, le MENA cadet se trouve depuis lundi dernier à Rabat, au Maroc, où il jouera 2 matchs amicaux contre les Lionceaux de l'Atlas en préparation pour la Coupe d'Afrique de la catégorie. La première séance d'entraînement avec nos envoyés spéciaux Issoufou Kodo, Abdou Silikou. Depuis 2 jours, le MENA cadet séjourne dans le royaume chérifien, plus précisément à Rabat, où ils auront à livrer 2 rencontres amicales contre les Lionceaux marocains. Une invitation avec un label de respect. En rappel, les cadets nigériens sont détenteurs de la Coupe africaine RTL il y a quelques mois au Kenya. Un titre qui a valu donc au Niger cet honneur d'être un sparring partenaire aux Lionceaux de l'Atlas, actuellement en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique de cette catégorie qu'ils auront à abriter dans quelques jours. L'entraîneur Ismaël Tchomogo. Merci. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Maroc qui va abriter dans 2 semaines la Coupe d'Afrique des Nations cadettes. Qui regroupera les 16 pays qualifiés d'Afrique. C'est dans ce cadre que la Fédération nigérienne de football a reçu l'invitation de la Fédération marocaine pour servir de sparring partenaire en vue de peaufiner leur préparation pour cette CAN cadette. Alors c'est pas en tout cas fortuit et quelque chose à inciter sans doute les Marocains pour faire appel au Niger. Bien sûr. D'abord il faut dire que c'est la catégorie, c'est le respect de la catégorie. Le Maroc a vu que nous avons passé le test IRM et que pratiquement tous nos enfants étaient admis à ce test IRM. Ils ont vu également le tournoi au Kenya où notre équipe a été vainqueur de cette compétition-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est surtout le respect de l'âge et surtout la manière dont les enfants ont en tout cas joué. RM signifie image à résonance magnétique, test scientifique pouvant déterminer avec une certaine exactitude l'âge d'une personne. Sans tambour ni trompette, que tout va se passer et ce, de manière très discrète. Ce match amical international entre les cadets nigériens en blanc et leurs homologues marocains en rouge. Tellement discret que même l'hymne national a été chanté par les cordes vocales. Fort heureusement que les Nigériens s'en sortent bien. Tellement discret que ce sont les joueurs, le staff technique et les chefs de délégation qui en sont les supporters de MENA cadet. Ah, à propos des supporters, on n'a que 3. Ce sont aussi
le personnel de l'ambassade du Niger au Maroc. Un véritable conclave dans le somptueux centre technique de football de Rabat, où, dès la 7e minute, les Marocains vont prendre au dépourvu la défense nigérienne suite à un corner. Comme par enchantement, c'était une sorte d'immobilisation totale. Et de la tête, Zouer réoriente le cure là où il le faut. 1-0, et après cela, plus rien d'intéressant jusqu'à la pause. La deuxième période, changement total de configuration, et dès la première minute, Tembo équilibre le score. Pour la suite, c'est une deuxième période à 100% nigérienne. Il y a même du plaisir. Quand elle enseigne, les Nigériens aggravent le score avec Abdel Nasser Jemraou de l'école de football du nom de Acha Academy. Les Marocains n'arrivent plus à s'imposer. Il a fallu un coup franc et cette bourbe du gardien de Mena qui pond le ballon. Une aubaine 2-2. Un match nul, mais non, un penalty pour les Lionceaux. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.